On va parler d'un sujet vraiment essentiel, mais qui est bien trop souvent mis de côté, la sexualité chez les personnes autistes. C'est une dimension hyper importante de la vie de tout le monde, et on va l'explorer ensemble en laissant de côté tous les clichés. Alors la question, elle est simple, mais elle est cruciale. Pourquoi ce silence? Pourquoi, dès qu'on parle d'autisme, ce sujet-là devient comme tabou ou tout simplement zappé? En fait, une bonne partie de la réponse se trouve dans le passé. Pendant des années et des années, la recherche n'a quasiment pas abordé le sujet. Ça a laissé un vide énorme. Un vide qui, bien sûr, a été rempli par des stéréotypes et des idées complètement fausses. Et justement, le stéréotype le plus courant, c'est celui qui voudrait que les personnes autistes soient asexuées. Mais les chiffres, eux, racontent une histoire totalement différente. Entre 60 et 97% d'entre elles ont des comportements sexuels. Ce n'est pas une petite partie, c'est l'immense majorité. Rien que ce chiffre, ça devrait nous faire réfléchir et balayer nos préjugés. Allez, première partie, on va s'attaquer à ce fameux chapitre manquant. On va voir d'où viennent ces stéréotypes et pourquoi il y a tant de résistance autour de ce sujet. Deuxième point, on va essayer de comprendre les défis. Parce qu'au-delà des clichés, il y a des raisons très concrètes qui rendent la sexualité et les relations particulièrement complexes à naviguer. Ces défis, ils viennent directement des particularités de l'autisme. C'est un peu comme si on devait jouer à un jeu social très complexe sans que personne n'expliquait les règles. La difficulté à décoder les sous-entendus, à lire le langage du corps, à se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, ou même simplement à gérer le tourbillon des émotions. Tout ça, ça complique les choses. Et comme si ça ne suffisait pas, à ces difficultés internes s'ajoutent de vrais murs construits par l'environnement extérieur. Le manque d'informations, l'isolement social, un quotidien parfois tellement encadré qu'il n'y a aucune place pour l'intimité ou l'exploration personnelle. Ce sont de vrais obstacles qui ne dépendent absolument pas de la personne. Troisième partie, on va parler de la puberté. C'est un moment de grand chamboulement pour n'importe qui, mais pour un ado autiste, c'est la même tempête avec des obstacles en plus. Ce tableau, il montre bien l'effet loupe. On prend les changements normaux de la puberté, les hormones en folie, la pression du groupe. Eh bien, pour un ado autiste, tout ça peut être vécu de manière beaucoup plus intense. La difficulté à lire les signaux sociaux peut mener à l'isolement et ça crée une vulnérabilité bien plus grande face au danger. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas juste une idée en l'air. Certaines études parlent d'un risque d'abus qui peut être jusqu'à 10 fois plus élevé. 10 fois. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui montre à quel point il est urgent d'agir. Forcément, sans éducation, sans accompagnement, les risques sont nombreux. Ça peut aller de comportements inappropriés en public à une vraie difficulté à comprendre la notion de consentement. Ça peut aussi mener à des obsessions ou pire, à l'incapacité totale de reconnaître une relation toxique ou abusive. Et attention, l'intention n'est pas mauvaise, c'est juste le manque d'outils pour naviguer dans ce monde si complexe. Bon, maintenant, la quatrième partie, la solution. Face à tout ça, la pire des choses à faire, ce serait de ne rien dire. Ou d'interdire. Non. La vraie solution, la clé, c'est l'éducation. C'est un outil hyper puissant pour construire la sécurité, l'autonomie et permettre un véritable épanouissement. Alors, un bon programme d'éducation socio-sexuelle, c'est un parcours, étape par étape. On commence par les bases, les fondations, la connaissance du corps, des émotions. Ensuite, on construit la structure, à apprendre à poser ses limites, à avoir son propre jugement. Après, on donne les outils pour décoder les situations sociales et savoir comment réagir. Et le but final de tout ça, c'est de renforcer la confiance en soi, pour pouvoir faire des choix éclairés, libres et en toute sécurité. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. L'objectif, ce n'est jamais de réprimer ou d'interdire, mais bien d'accompagner, de guider la sexualité pour qu'elle puisse s'exprimer de façon positive, dans le respect et la sécurité. Cinquième et dernière partie. Et le plus beau, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ça marche, on a des preuves, des programmes qui ont été testés et qui donnent des résultats vraiment clairs et positifs. L'un des programmes les plus connus dans le domaine, c'est celui qui a été mis au point par la docteure Isabelle Hainaut, qui est psychologue et sexologue. Son travail a été vraiment pionnier et il offre un cadre concret, structuré, qui a fait ses preuves. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un programme qui dure 10 à 12 semaines, avec des sessions de 90 minutes en petits groupes. C'est fait pour les ados comme pour les adultes. Et surtout, c'est super interactif. On utilise des jeux de rôle, des vidéos, des discussions. L'idée, c'est que ce soit vivant et que ça parte de situations concrètes. Et les résultats alors? Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Les évaluations montrent que les compétences sociales et sexuelles augmentent de façon spectaculaire. Et en même temps, les comportements qui pouvaient être jugés inappropriés diminuent très nettement. C'est vraiment gagnant-gagnant.
Et ce qui est génial, c'est que ça dure. Ce n'est pas juste un effet à court terme. Longtemps après le programme, les participants ont de meilleures connaissances, ils arrivent à nouer des relations amicales plus facilement et ils ont une vision beaucoup plus saine et positive de la sexualité. L'impact est donc vraiment profond et durable. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, pour nous tous. Maintenant qu'on sait les défis, qu'on connaît les risques du silence, mais qu'on sait aussi qu'il existe des solutions qui marchent, quelle est notre responsabilité en tant que société pour que cette éducation si essentielle soit vraiment accessible à toutes les personnes qui en ont besoin ?